Depuis plus d'un siècle, la Sicile est gangrénée par un puissant ennemi intérieur. La mafia. Une réalité sordide, drapée de mythes. Et tapie dans les entrailles de l'île. Je suis dans la peau d'un mafioso en fuite. Venez voir. Dans les tunnels qui ont enfanté cette organisation, on est à 10 minutes de l'entrée et la cavité s'est élargie. Ah, quel imbécile. Je suis coincé. Et dans le labyrinthe de cryptes et de passages où la légende s'est forgée, pour la première fois à la télévision, à environ 1,50 m de moi, il y a une montagne d'ossements. Nous remontons le temps dans le secret des villes, pour découvrir la Sicile et les souterrains de la mafia. Bonjour, je suis à Palerme, en Sicile. C'est là qu'est née la mafia. Bien sûr, si j'étais moi-même un affranchi, je l'appellerais Cosa Nostra, notre chose. Un nom un peu vague qui cache en réalité une organisation criminelle complexe. Depuis plus d'un siècle, cette île est son précaré. Aujourd'hui, la mafia est plus puissante que jamais. Elle engrange près de 73 milliards d'euros chaque année. C'est ici que ses racines sont les plus profondes. La mafia sicilienne est une société secrète, un cercle fermé, uni par un pacte de sang. Pour comprendre sa véritable histoire, il faut la pister, dans le ventre de la Sicile. Pendant plus de 2000 ans, l'île a été au carrefour des invasions. Il y a eu l'Empire romain, la conquête arabe au IXe siècle, et puis les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis le XXe siècle, une nouvelle puissance a fait main basse sur cette terre, la mafia. Venez voir par ici. Au milieu de cette petite place, vous voyez les policiers en faction? Ce sont des carabiniers, les gendarmes italiens si vous voulez. Tous les jours depuis notre arrivée, ils gardent l'entrée de ce restaurant. Le propriétaire a refusé le racket des mafieux. Du coup, il est protégé 24 heures sur 24. La mafia est bien vivante, croyez-moi. Elle sévit jusqu'au cœur de Palerme. La mafia sicilienne a réussi à se rendre invisible. Comme d'autres sociétés secrètes, elle a infiltré les sphères du pouvoir et entretient un nuage de mystère autour d'elle. L'un des mythes les plus anciens et les plus tenaces de son histoire est son lien avec une secte de justiciers vengeurs du XVIIe siècle, qui opérait dans les catacombes de Palerme, les Beati Paoli. J'ai rendez-vous avec Eugenia Manzella, une experte de la Sicile souterraine, et Cathy Parla, sa traductrice. Qui étaient les Beati Paoli, au juste? Ils seraient issus d'une secte apparue au XIIIe siècle, les Vendicosi, des sortes de justiciers qui vengeaient les torts de la noblesse à l'encontre du peuple. Ça allait jusqu'à l'assassinat. Les Vendicosi étaient en quelque sorte les Robins des Bois de la Sicile médiévale. Pour défendre les pauvres contre l'oppression des grands propriétaires, ils ont formé une société secrète qui sévissait la nuit dans les souterrains et les grottes dont le sous-sol de Palerme est truffé. Beaucoup de Siciliens pensent que les Beati Paoli du XVIIe siècle sont une résurgence de ce mouvement. Bien plus tard, au XXe siècle, la mafia a revendiqué l'héritage de la secte légendaire. Mais à l'inverse des Beati Paoli et des Vendicosi, qui protégeaient les plus faibles, les mafieux ne s'intéressent qu'à l'argent et au pouvoir. Les tunnels empruntés par les justiciers vengeurs existent encore. Où mènent-ils exactement? Eh bien, sous cette rue, il y a une galerie qui passe sous le parking et le marché. Elle rejoint un tunnel qui canalise une rivière souterraine, le Papiretto. La rivière est juste sous nos pieds?
À l'emplacement de cette rue coulait autrefois le Papiretto. La rivière délimitait la ville. Sur ses berges, la roche tendre était parsemée de grottes naturelles. Au fil du temps, le cours d'eau a été recouvert puis intégré au système d'égouts, formé de galeries de pierre. Avec les grottes et les cryptes, les galeries ont tissé un véritable réseau sous la ville. Un labyrinthe idéal pour abriter les activités des Beati Paoli. Une partie des souterrains qui ont nourri les rumeurs de sociétés secrètes est accessible depuis la crypte de l'église Saint-Augustin, dans le quartier du Capo. C'est l'entrée? Elle est fermée par une grille. Ah, je vois des escaliers. On a découvert cette crypte sous la nef pendant la restauration de l'église. L'accès est interdit, mais nous avons décroché une autorisation. Et voici la crypte de l'église. Oui, nous sommes sous la nef. Dans cet espace, les dépouilles des défunts étaient déposées dans ces niches. Ça continue sous l'église. Ah, c'est fou, regardez ça. Les ossements humains. Vous avez dû en trouver beaucoup ici. Ce crâne était peut-être celui d'un moine, d'un membre de l'église. Peut-être même celui d'un Beati Paoli, qui sait. Il se déguisait en moine pour se faufiler dans les rues et accomplir leur justice. Selon la tradition populaire, les cryptes communiquaient avec d'autres parties de la ville grâce à des passages souterrains. On raconte que c'est par ces tunnels que les justiciers autoproclamés conduisaient les nobles qu'ils capturaient dans des salles comme celle-ci. Ils y étaient jugés et châtiés. Les procès étaient instruits à la lueur des torches. Si les prisonniers étaient reconnus coupables de mauvais traitements envers le peuple, ils étaient exécutés. Qu'est-ce que vient faire la mafia dans cette légende? Beaucoup de gens font l'amalgame entre Beati Paoli et mafia, pensant qu'ils ont les mêmes idéaux de justice. Mais c'est très différent. La mafia a délibérément brouillé les pistes en s'associant à la légende d'une fraternité du XVIIe siècle. Cependant, le témoignage de repentis a révélé que ces rites initiatiques secrets sont étrangement similaires à ceux d'autres sociétés secrètes, comme les Beati Paoli et les francs-maçons. La mafia s'est approprié certains rites des Beati Paoli, comme le fait d'embrasser l'icône d'un saint, ou de piquer le bout du doigt pour faire sortir une goutte de sang, ou même les réunions souterraines. On ne sait pas avec certitude si cette crypte était utilisée par les Beati Paoli. Mais au cours de fouilles récentes, les archéologues ont repéré un tunnel muré qui débouche directement dans la crypte. Ça, c'est la voûte qui appartient à l'église du XVIIe siècle. Si on empruntait ce tunnel, on se retrouverait pile sous la place, au bord de la rivière. Les archéologues pensent que derrière ce mur, il y a une grotte. Le quartier en est truffé. Tous les habitants du coin disent que dans leur cave, il y a un bout de tunnel. On pense qu'ils sont liés à ceux qu'empruntaient les Beati Paoli. D'ailleurs, l'un des souterrains de liaison se situe juste à l'extérieur de l'église. Ces messieurs ont l'amabilité de soulever ce regard pour que je puisse aller faire un tour là-dessous. Tiens, un cours d'eau. Le boyau n'est pas très large. L'eau vient de ce côté-ci et s'écoule dans cette direction. Je suis obligé de chausser des bottes. Bonjour la couleur. Je mets l'échelle dans le trou? Oui. Aujourd'hui, c'est une canalisation d'égout. Mais il y a 400 ans, c'était peut-être un passage emprunté par des justiciers en capuchon. C'est une canalisation voûtée. Tout ce qu'il y a de classique. Mais ça ne sent pas la rose. Ah, c'est dégoûtant. Vous avez vu cette eau? Cet endroit est absolument répugnant. Regardez dans quoi j'avance. Oh, un gros cafard. Salut, vieux.
Venez voir. C'est un véritable torrent. C'est ça, la rivière Papireto. Elle coule sous la ville depuis au moins 500 ans. J'ai beau regarder par ici et par là, je n'en vois pas le bout. Et de ce côté, ça continue sur des kilomètres. Vu l'enchevêtrement de passages sous la ville, ça ne m'étonne pas qu'il y ait tant de légendes. Les habitants qui vivent à la surface ont eu besoin de croire que des gens tapis dans l'ombre travaillaient à les venger d'un oppresseur. Bien plus tard, la mafia s'est auréolée de ce mythe. Les Beati Paoli sont à l'origine de cette légende. Cet endroit était leur repère, à quelques mètres sous les rues. La mafia sicilienne a forgé sa légende en amenant la population à croire que ses membres étaient des hommes d'honneur, qui œuvraient pour le bien du peuple. La réalité est bien entendu toute différente. Cette organisation criminelle travaille dans l'ombre, sous le masque de la légitimité. Elle dirige un empire tentaculaire et souterrain. Aujourd'hui encore, le racket des commerçants est une activité mafieuse très répandue. L'impôt mafieux exigé, en échange d'une prétendue protection, s'appelle le pizzo. Tout récemment, un mouvement de protestation s'est organisé à Palerme. Plus de pizzo, addio pizzo. Regardez, certains commerces affichent un autocollant sur leur vitrine pour dire aux racketteurs de passer leur chemin. Ici, ils n'auront rien. Partout dans Palerme, les gens disent « La mafia, basta ». Malgré les efforts de cette poignée de commerçants courageux, 80% des entreprises payent encore le pizzo. Pour autant, ce n'est pas par ce racket que la mafia a commencé à amasser son trésor de guerre. Tout a démarré avec la culture des agrumes. À une époque, les plantations d'agrumes de Sicile comptaient parmi les plus rentables d'Europe. Ces latifundia appartenaient à l'aristocratie. Mais le déclin des grandes familles a permis aux clans mafieux de faire main basse sur cette manne juteuse et de gagner en richesse et en pouvoir. Dans les années 1970-1980, la drogue a supplanté la culture des agrumes. L'organisation a étendu son réseau de trafic de stupéfiants à la planète. Elle a acquis une fortune et une puissance colossale. Les polices internationales étaient sur sa trace. Et lorsque les agents sont venus chercher l'un de ses plus grands chefs, celui-ci a pris la fuite par les souterrains millénaires situés juste sous sa maison. Un gigantesque réseau d'adduction d'eau sillonne le sous-sol de la ville de Palerme. Ce sont des canates, des canalisations creusées au IXe siècle pour irriguer les plantations d'agrumes. Lorsque dans les années 1980, l'étau se resserre autour des chefs de la mafia, ces tunnels deviennent les alliés des fugitifs. Je suis en compagnie du professeur Pietro Todaro. C'est le premier à avoir expliqué l'importance du système de Canat dans le développement de Palerme et de la Sicile. Le professeur Todaro et Sal, son traducteur, me conduisent non loin de Palerme, à l'ancien domicile de Filippo Piraino, un baron de la drogue. C'est ici qu'il vivait? Ça appartenait aux mafieux. Ah, je vois. Les gens du coin ont même laissé des graffitis. Mafia, la maison du boss. Filippo Piraino était un parrain impliqué dans un trafic de drogue international. Dans les années 1980, la guerre entre clans a ensanglanté Palerme et mis un coup de projecteur sur les gros bonnets de l'organisation, habituellement très discrets. Piraino était de ceux-là. Le 17 juin 1980, la police italienne lance un raid contre sa propriété. Mais l'homme s'est volatilisé. Comment a-t-il réussi à passer entre les mailles du filet? Ils sont venus le cueillir chez lui. Par où s'est-il échappé? D'après ce qu'on raconte, il a fui dans cette direction. Ce que la police ignorait, c'était l'existence d'un système de canat sous la propriété du parrain. C'est le moment de s'équiper. Dans les canates, nous aurons de l'eau jusqu'à la taille. Heureusement, le professeur Todaro a tout prévu.
On est tous en train d'enfiler nos cuissardes. Quand la police a commencé à encercler la maison, le parrain a dû plonger dans ses canaux. Se mouiller ne devait pas être sa première préoccupation. C'est sûr. J'ai ma torche. C'est parti. Nous allons descendre sous les plantations d'agrumes et suivre le même chemin que le mafioso en fuite. Doucement, l'accès est difficile. Génial. Regardez, le plafond s'élève. On est à quoi? 10 minutes de marche de l'entrée? Et la cavité s'est élargie. Les parois montent très haut. Elles s'élèvent de plus en plus à mesure que nous progressons. L'homme a creusé de plus en plus profond au fil des siècles pour chercher l'eau. Regardez ça, Don. C'est fou. Ça monte tout droit. On voit la lumière du jour. Ça fait bien 9 ou 10 mètres. C'est de ce puits qu'il tirait l'eau. Filippo Piraino s'est enfui par ses canaux souterrains en direction de Palerme. Il connaissait le réseau comme sa poche et savait que c'était le meilleur moyen pour disparaître dans la nature. Ce qu'il ignorait peut-être, c'est le lien entre ces canaux et la naissance des premiers clans mafieux. Pour le comprendre, il faut remonter au IXe siècle, à l'époque de la conquête de la Sicile par les Arabes. Ce sont eux qui introduisent l'orange et le système d'irrigation. Jusqu'au XIXe siècle, la culture des agrumes contribue largement à la fortune des grandes familles qui dirigent l'île. Beaucoup de propriétaires peu présents délèguent à des contremaîtres locaux, les Gabellotti, la gestion de leur latifundia. Mais le vent de révolution qui souffle sur l'Europe du XIXe siècle ébranle les vieilles familles siciliennes. Les Gabellotti prennent alors le dessus et font main basse sur une partie de l'agriculture. C'est le premier fait d'armes de la future mafia. À la surface, c'est une plantation de citronniers et d'orangers. Mais l'élément clé, c'est l'endroit où nous nous trouvons. Voilà ce qui fait vivre ces arbres. L'eau. Sans eau, pas d'agrumes. Sans agrumes, pas d'argent. Sans argent, pas de mafia. Il est assez curieux de penser que les parrains de la mafia doivent l'origine de leur puissance au génie des ingénieurs arabes du IXe siècle en matière d'irrigation. D'abord, ils creusaient un puits au niveau de la source ou de la nappe phréatique. Ensuite, à environ 2 km, ils creusaient en direction de ce puits-mère. Ils creusaient au sec. Exactement. Le tunnel devait avoir une pente très précise. Il fallait qu'il descende très progressivement. Ce réseau date du Xe siècle. Il faudra 10 ans pour creuser les 800 mètres de canaux sous ce qui sera un jour la propriété de Filippo Piraino. Il s'intègre dans un vaste système d'irrigation souterrain. Un labyrinthe que peu de gens connaissent. Plus de 1000 ans après sa construction, il montre des signes de vieillesse. On ne peut plus avancer. C'est bouché? Je vais voir. Cet éboulement n'était pas là avant. Ça doit être récent. L'an dernier, ça n'y était pas. Vous allez essayer de passer? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez me passer la petite caméra? Je vais passer par cette petite ouverture. Bonjour le tas de boue. Voici donc le tunnel par lequel ce parrain de la mafia s'est enfui.
lorsque la police est venue le chercher. Il n'a pas eu d'autre issue que d'emprunter ces vieux canaux d'irrigation. Exactement comme je le fais aujourd'hui. Je suis dans la peau d'un mafioso en fuite. Il y a de la lumière là-haut. C'est surréaliste. Il y a sûrement un puits juste au-dessus de moi, à 6 mètres. Derrière, c'est la partie effondrée du tunnel. Ça continue de ce côté. Les puits sont disposés tous les 20 mètres sur cette voie d'eau souterraine qui court vers Palerme. Ce sont autant d'issues que Piraino a pu emprunter pour échapper à la police. Là, la progression est quasiment impossible. Est-ce que je le tente? Non. Quel imbécile. Bon, ben, je suis coincé à 6 pieds sous terre, près de Palerme. Bien joué. Je pose la caméra. Au moins, j'ai appris une chose. Le merveilleux système des Kanats n'a pas de dimension standard. Certaines galeries sont grandes, d'autres si petites qu'on y reste coincé, au risque de ne jamais revoir ses amis. Le sort de Filippo Piraino a alimenté les rumeurs les plus diverses. Selon certains, il serait mort de vieillesse. D'autres ont prétendu qu'il avait été liquidé par des rivaux. Ce qui est sûr, c'est qu'après son incroyable cavale souterraine, la justice n'a jamais pu lui mettre le grappin dessus. Qu'avez-vous vu? Le tunnel continue dans cette direction sur environ 400 mètres. Ensuite, sa section se rétrécit pour augmenter la pression de l'eau en direction de la ville. J'ai vu des puits tout le long. Là, c'en est un qui s'est effondré, mais les autres existent encore. Ça veut dire qu'on peut refaire surface ici. Piraino a pu facilement sortir à n'importe quel endroit du système, alors que la police le cherchait à 800 mètres de là. Et se faire la belle. Agrigent, sur la côte sud de la Sicile, a été le témoin de plus d'une bataille. Des guerres puniques au IIIe siècle avant Jésus-Christ à la Seconde Guerre mondiale. En 1943, les forces alliées débarquent sur l'île. Leur arrivée va relancer l'activité de la mafia sicilienne. Faisons d'abord un saut dans le temps. Dans les années 1880, la situation économique pousse un grand nombre de Siciliens à émigrer aux États-Unis. Quand la guerre de 39-45 éclate, la mafia sicilienne est déjà bien enracinée dans les grandes villes américaines. Parallèlement, en Italie, le leader fasciste Benito Mussolini se range aux côtés d'Hitler et des forces de l'Axe. Pour les Alliés, l'invasion de la Sicile devient une priorité. Contrôler l'île, c'est contrôler la Méditerranée et s'assurer une position solide au sud de l'Europe. On raconte que c'est là que l'idée a germé de s'assurer des alliances sur place. Si quelqu'un peut préparer le terrain en secret, l'occupation de la Sicile devient un jeu d'enfant. Et il se trouve que les États-Unis ont l'oiseau rare sous la main. Pas en Sicile, mais derrière les barreaux d'un pénitencier de l'État de New York. Lucky Luciano arrive en Amérique tout jeune et sans un sou. Avec les années, il gravit un à un les échelons de la mafia. Et lorsque la police fédérale l'arrête en 1935, c'est l'un des parrains les plus puissants des États-Unis. Mais beaucoup pensent que son plus gros contrat, il le passe depuis sa cellule en contribuant à la chute du dictateur qui a juré la mort de la mafia sicilienne. Pour Mussolini, la puissance des barons du crime organisé est une menace pour sa propre dictature. Toutes les méthodes sont bonnes pour les rayer définitivement de la carte. Opérations militaires, emprisonnement, assassinat, torture.
Selon la légende, les réseaux mafieux siciliens, réactivés par Lucky Luciano, acceptent de prêter main forte aux Alliés pendant le débarquement en Sicile. Ils préfèrent de loin une invasion étrangère à l'oppression exercée par le Duce. Si tant est qu'une telle entente entre les Alliés, Lucky Luciano et la mafia ait eu lieu, les soldats de l'Axe, déployés à l'été 1943 sur cette colline truffée de tunnels, ont été les premiers à en payer le prix. J'ai rendez-vous avec Michele Gallo, un expert de ce conflit, et Pepe Lombardo, un spéléologue urbain. Ça fait plus de 10 ans que Pepe Lombardo explore les moindres recoins de la région. Il l'a cartographié, ainsi que le réseau de tunnels qui sillonne cette colline. Dites-moi en quoi cet endroit était si stratégique. Tout simplement parce que c'est ici que se trouvait le QG des Italiens et des Allemands. Et puis c'est un promontoire naturel. D'ici, on peut surveiller la côte et l'intérieur des terres. Les collines qui dominent Agrigent ont de tout temps représenté une position stratégique. Il y a 2500 ans, les Grecs qui vivaient ici ont protégé leur colonie en creusant une forteresse souterraine dans cette colline. Depuis, le paysage a bien changé. Le 16 juillet 1943, en pleine nuit, la 7e armée américaine, dirigée par le général Patton, débarque sur les plages de Sicile. Cette colline et ses galeries ont joué un rôle capital dans la bataille qui a suivi. Allons voir. C'est l'entrée? Oui. Ça n'est ni grec, ni de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une décharge sauvage. C'est vraiment pathétique. Et voilà ce qu'est devenu l'entrée d'un tunnel datant de l'Antiquité. Une décharge. Il y en a partout. On est à quelle profondeur? À environ 10 mètres. À une dizaine de mètres de la surface. Oui. Ça devient de plus en plus étroit. Ah, joli spécimen. Ces galeries sont tout ce qui reste d'une forteresse grecque construite il y a 2500 ans. À l'origine, cet endroit était un poste d'observation idéal. Le plan cruciforme se compose d'un long tunnel creusé d'est en ouest, coupé par d'autres plus courts du nord au sud. Les issues offrent une visibilité à 360 degrés sur la région. Les forces de l'Axe ont conservé la structure grecque qu'ils ont renforcée ici et là, et lui ont ajouté un bunker en béton armé qui surveille le rivage. D'ici, les soldats ont pu voir l'armée colossale prête à fondre sur eux. La défaite était inévitable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que Lucky Luciano et ses comparses avaient déjà planifié la mise en place d'un nouveau régime politique qui ferait la part belle aux membres de la mafia. On imagine facilement l'endroit à cette époque. Des soldats nazis et italiens embusqués dans ce bunker qui savaient pertinemment qu'on allait leur tirer dessus. On voit très bien la plage en contrebas et le temple grec. On parle d'une conspiration entre les Américains et la mafia sicilienne. Les Alliés et la mafia avaient un intérêt commun. Lequel? Ils voulaient chasser les fascistes de Sicile. Les mafieux américains étaient originaires d'ici. Lucky Luciano est né en Sicile. Ils ont sans doute passé un accord avec les Alliés, parce que le fait est que Luciano a été libéré de sa prison à New York pour raison de santé et expulsé vers l'Italie. Donc il y a sûrement une part de vérité.
Après le débarquement, la plupart des maires nommés par les Alliés étaient des membres de la mafia. Toute l'ironie de l'histoire, c'est que ce sont les militaires américains qui ont renforcé la mafia sicilienne en lui donnant les rênes du pouvoir. Oui. Le débarquement allié en Sicile marque donc le début d'une nouvelle ère pour l'organisation criminelle, dont les membres nourrissent à loisir les légendes sur leurs faits d'armes pendant le conflit. On raconte même que Lucky Luciano a fait parvenir aux parrains locaux des foulards jaunes marqués d'un L, signal qu'il devait soutenir l'avancée des Alliés. Même s'il ne s'agit que d'une histoire inventée, c'est encore un exemple de la volonté de la mafia de s'auréoler de mythes à son avantage. C'est ainsi qu'elle s'est construite. Bien décidés à tout faire pour combattre le fascisme en Europe, les Alliés ont accidentellement libéré une autre force destructrice en Sicile. La mafia. Très vite, celle-ci gangrène l'île. Elle étend son réseau criminel comme les tentacules d'une pieuvre à tous les niveaux de la société. La corruption fait des ravages et la Sicile devient une zone de guerre. Dans les années 1980, la guerre des clans ensanglante les rues de la ville. Les familles mafieuses de Corleone et de Palerme se lancent dans une guerre totale. Cosa Nostra montre son vrai visage, le visage hideux de la violence. Les habitants de Palerme n'en peuvent plus. Et des centaines de criminels dangereux sont traduits en justice. La seule façon de combattre la pieuvre, qui opère dans l'ombre en toute impunité depuis plus d'un siècle, c'est d'établir un tribunal dans un bunker impénétrable, à l'intérieur de cette forteresse, au centre de Palerme. Mon guide, Conchita Vecchio, va m'aider à pénétrer dans la prison d'Ucciardone, un lieu placé sous très haute surveillance. Le groupe de policiers que vous voyez là-bas est en train de décider si nous pouvons entrer ou pas. Ces mesures de sécurité sont tout à fait compréhensibles, car nous sommes au cœur de la capitale de la mafia. C'est bon? Victoire, on peut entrer. Ça y est, on a franchi les grilles de la prison. Et ça, c'est le bunker. C'est ça? Oui, le bunker, salle d'audience. Nous sommes à l'entrée du tribunal, construit tout spécialement pour les maxi-procès de la mafia, qui ont eu lieu dans les années 1980. Plus de 300 mafieux ont été jugés dans ces murs. Ça, c'est la salle des gardes. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaque jour, une armée de policiers veille sur cet endroit. Des tireurs d'élite guettent sur les toits. Il y a tout un balai d'escorte de carabiniers. C'est une ruche. Il y a même des hélicos. Jamais auparavant une telle bataille n'avait été engagée contre la mafia. 474 prévenus, parmi les parrains les plus puissants et les plus dangereux, sont jugés. La procédure est conduite par deux hommes courageux, les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Pendant 2 ans, ce bunker est le seul endroit où ils sont en sécurité. Le bâtiment a été spécialement conçu pour accueillir le maxi-procès. Dans la salle d'audience, les magistrats mènent le combat de leur vie. On peut entrer? Oui. Formidable. Dites donc, c'est immense. La salle peut contenir 1 millier de personnes. C'est un véritable amphithéâtre. En un sens, oui. La salle d'audience ultra-moderne a été aménagée à l'intérieur d'une forteresse datant de 1836. La construction du bunker a débuté en 1979, en vue du procès. Coût des travaux, plus de 72 millions d'euros. Le tribunal occupe une salle de 300 mètres carrés au centre du bâtiment, bordée d'une série de cellules et protégée par des murs en béton d'1 mètre d'épaisseur. Une enceinte associant acier galvanisé et vitres blindées isole le complexe. Et un réseau de soutien permet le transfert des prisonniers entre le tribunal et la vieille prison. C'était les années 80, qu'on a appelé les années de plomb. Tous ceux, hommes politiques ou juges,
qui condamnait publiquement des actes liés à la mafia, était abattu. Jusqu'à l'arrestation d'un homme qui accepte de parler, Tommaso Buscetta. Oui, parce que son clan se fait exterminer. Ils ont réussi à le retourner. Exactement. Il était assis ici même. Soit là, soit ici, au milieu, face au tribunal. Il savait qui il était? Oui, Est-ce qu'il lui criait des menaces? bien entendu. Buscetta brise l'omerta, la loi du silence. Lorsque le procès s'achève, 360 mafieux sont condamnés. Les peines cumulées dépassent les 2000 ans de prison. Imaginez ce qu'ils ont dû ressentir. Ces hommes étaient habitués à commander, à mener la belle vie. La Sicile, c'était leur chasse gardée. Et voilà qu'on les traînait hors de leur geôle, le long de ce corridor, jusque dans ces cages. Mais Cosa Nostra contre-attaque. Les deux juges emblématiques de la lutte anti-mafia, Falcone et Borsellino, sont sauvagement assassinés. Leur mort est un électrochoc. Oui, la population a commencé à dire ça suffit, assez de barbarie. Le public est horrifié par ces massacres. La pieuvre s'enfonce un peu plus dans la clandestinité. Lassés par plus d'un siècle de terreur, les Siciliens commencent à redresser la tête. Avec le maxi-procès, les chefs mafieux ont été débusqués. Le mythe de la fraternité, plus ou moins bienveillante, est parti en fumée avec le meurtre des juges Falcone et Borsellino. Aujourd'hui, plus que jamais, les Siciliens font l'inventaire de leur société et de leur histoire complexe. Récemment, à 2 pas d'ici, l'effondrement d'une rue provoqué par une fuite d'égout a révélé un charnier. Sans doute une clé importante pour comprendre le passé tumultueux et sanglant de l'île. Je retrouve Eugenia Manzella, l'experte des sous-sols de Palerme. C'est la première à avoir enquêté sur cette découverte macabre. À quelques mètres sous terre, on trouve des anciennes cryptes. On a récemment découvert une fosse remplie d'ossements sous cette rue, sous la vieille église que voici. Cet endroit est un véritable millefeuille historique. Ces messieurs ont dégagé la voie pour notre équipe. Le site est extrêmement fragile. Et nous sommes la première équipe de tournage autorisée à pénétrer dans ces lieux. C'est où? C'est ça? Oui. Incroyable. À première vue, c'est juste un trou dans le trottoir. Sauf qu'en dessous, il y a une crypte. Dis donc, tu sais ce qu'il y a en dessous? Non? Impeccable. Nous y sommes. Impressionnant. L'endroit n'est pas très vaste. Nous sommes cernés de murs. Le plafond est voûté. Et regardez ce qu'on trouve ici. Nos vieux copains, fidèles au poste. Des ossements humains. La crypte se compose de 3 espaces principaux. Une salle de préparation des corps, une chambre principale et une fosse. Son accès a été scellé sous cette église depuis le XIVe siècle. Les restes découverts ici ne sont donc pas des victimes de la mafia, mais d'une flambée de violence bien plus ancienne. Vous qui connaissez bien Palerme, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette crypte?
La première salle est une salle de préparation des corps, comme on en trouve dans beaucoup de cryptes. Mais en fouillant un peu plus, on a découvert une fosse commune. C'est complètement inhabituel, on n'en avait jamais trouvé auparavant. Oh mon Dieu! Ce puits est rempli d'ossements. À qui appartiennent-ils? Vu l'emplacement de la crypte et le contexte historique qui s'y rattache, il est probable qu'il s'agisse de victimes des vêpres siciliennes. Les vêpres siciliennes désignent un soulèvement de courte durée, mais extrêmement violent contre la domination française de l'île en l'an 1282. Plus de 2000 Français, hommes et femmes, ont été tués. C'est dans ce quartier de Palerme que le massacre a commencé. La fosse où les ossements ont été jetés est adjacente à la chambre principale de la crypte. Eugenia et son équipe n'ont pas encore pu l'étudier pleinement. Sa profondeur et le nombre de dépouilles qu'elle contient restent un mystère. Je peux vous aider? Tommaso est en train d'arrimer une échelle métallique que je vais utiliser pour descendre dans la fosse. Ça m'évitera d'atterrir dans le tas d'ossements. C'est inédit comme obstacle. Cette échelle m'a l'air particulièrement instable. Je vais essayer de ne pas tomber sur un os. Une seconde. Comment je m'y prends? Vous avez la torche? Oui, oui. Je cherche une position stable. Ça y est, je suis en bas. À environ 1,50 m de moi, il y a une montagne d'ossements humains et de débris divers et variés. Le tas est plus haut au centre. Ah, c'est tout simple. Des cadavres ont été jetés ici au fil des âges. On distingue des crânes, des fémurs. Impossible de calculer combien. On ne connaît même pas la profondeur de cette fosse. Ces images sont les premières jamais diffusées de cet ossuaire mystérieux. Sa découverte est encore très récente et les experts n'ont pas eu le temps d'étudier et d'analyser cette montagne de restes humains. Lorsqu'ils l'auront fait, ils découvriront peut-être un nouveau pan de l'histoire plus que mouvementée de la Sicile. C'est peut-être le résultat d'un bain de sang. Ou alors ce sont des victimes de guerre. En tout cas, c'est incroyable. La vision du trépas dans le tréfonds de Palerme. Et si je tombe, ce qui ne saurait tarder, je vais tout écraser. Bon, il est temps que je remonte. La Sicile a survécu à son passé sanglant. Aujourd'hui, elle savoure une période de paix. Cosa Nostra est toujours présente, même si elle opère dans l'ombre. Grâce aux mythes savamment entretenus des hommes d'honneur, proches du peuple et héros de guerre, la pieuvre a réussi à étendre ses tentacules nauséabonds. Depuis les canaux souterrains qui serpentent sous Palerme, jusqu'aux bunkers de la Deuxième Guerre mondiale, chaque crypte, chaque grotte, chaque tunnel est une porte d'entrée dans l'histoire tumultueuse de l'île où est née la mafia.